Ce soir à l'émission, un plaidoyer pour une meilleure accessibilité au transport adapté. C'est vraiment une des bases importantes de l'inclusion sociale. Et la grève se poursuit chez Poste Canada. C'est vraiment des gros changements que Poste Canada veut apporter. En entrevue, je reçois Isabelle Thibault à l'occasion de la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. La montée des influenceurs, à qui ça s'adresse? À nos jeunes. Je m'entretiens également avec Denis Martin, avec qui il sera question de la prise en charge du transport collectif sur la Couronne Nord. On veut faire des changements au niveau de l'aménagement du territoire pour s'assurer qu'on a notre mot à dire dans cette gouvernance-là. Enfin, le préventionniste enquêteur Éric Huard nous met en garde contre les faux représentants. Il y a de nombreux aînés qui se font prendre dans la région. Là, on est très préoccupés par ça parce qu'il y a des cas à toutes les semaines. Bienvenue à Accès local. Mardi 3 décembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap et le mot d'ordre que s'est donné le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, c'est une meilleure accessibilité au transport adapté. Oui Claude, le regroupement représente une quarantaine d'organismes de la région qui œuvrent pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Cette année, le thème de cette journée qui est décidé par l'Office des personnes handicapées du Québec, c'est un monde plus inclusif, j'embarque. Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides a pris ce thème au pied de la lettre et a décidé d'axer sa mobilisation sur l'amélioration des services de transport adaptés. Caroline Denis, directrice générale du regroupement, nous explique comment le transport est un pilier important de l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap. On l'écoute. C'est un service essentiel pour justement se rendre à son emploi, se rendre à ses activités sportives, à ses rendez-vous médicaux aussi. Alors, c'est vraiment une des bases importantes de l'inclusion sociale. Pour le moment, Clara, qu'est-ce qu'on retrouve dans la région en termes de services de transport adaptés? Alors déjà, chaque MRC a son propre TAC, un transport adapté et collectif. Il y a aussi le réseau de transport en commun EXO qui offre un service de transport adapté. Ce que le regroupement de concertation des personnes handicapées des Laurentides déplore aujourd'hui, ce sont les lacunes dans les services de la région, comme un manque de prévisibilité des services, des retards importants et des problématiques qui auraient une incidence directe sur la sécurité des usagers. Pourtant, Madame Denis le rappelle, l'accès à un service de transport adapté, ce n'est pas un privilège, mais un service auquel les usagers ont droit. Or, plusieurs situations problématiques ont été amenées à l'attention du regroupement par ces organismes membres. Des personnes auraient perdu leur emploi suite à des nombreux retards des services de transport. Des usagers ayant des limitations visuelles se seraient vus refuser l'embarquement de leur chien guide à bord des véhicules. D'autres personnes ayant des troubles de langage ou une déficience intellectuelle auraient été débarquées à la mauvaise adresse ou alors laissées seules et sans assistance devant des commerces fermés en période de grand froid. Et quelles sont les solutions qui sont proposées par le regroupement? Le regroupement réclame des investissements plus importants de la part du gouvernement québécois dans les initiatives en transport adapté. Ce qui est demandé, d'une part, c'est une meilleure formation des chauffeurs aux réalités de la clientèle handicapée. Madame Denis nous parle d'une autre demande de son regroupement. Lorsqu'une personne réserve son transport, le transport peut arriver 30 minutes avant ou 30 minutes après. Mais c'est majoritairement pas respecté. Alors, ça nuit vraiment à la prévisibilité des transports et ce qu'on remarque, c'est que dans certaines régions, c'est une plage horaire de 10 minutes seulement. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que cette plage horaire-là soit réduite. Est-ce qu'il y a, Clara, des problématiques propres aux Laurentides qui touchent justement l'accessibilité aux services de transport adapté? Oui, bien, on en parle beaucoup en ce moment du sous-financement du transport en commun sur la Couronne Nord. Là, ce sera même question plus tard à l'émission. Ça ne fait pas exception pour le transport adapté. Déjà, les Laurentides, c'est un très grand territoire. Madame Denis déplore aussi le manque de synergie entre les différents territoires et l'achalandage qui est de plus en plus important des services avec la croissance démographique de la région. Nous sommes en plein dans la période des 12 jours d'action aussi contre la violence faite aux femmes, dont vous parlerez plus tard également à l'émission. Eh bien, l'accessibilité du transport adapté, c'est aussi un élément important de la lutte à la violence faite aux femmes. Une femme handicapée a 2 fois plus de chances de vivre la violence conjugale qu'une femme vivant sans handicap. Une accessibilité à des transports adaptés fiables peut favoriser l'isolement, ce qui, dans le cas d'une personne victime de violence conjugale, peut être très dangereux pour sa sécurité. Le regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord, en collaboration avec EXO et la
Maison d'Ariane propose depuis 2022 un service de transport adapté gratuit, confidentiel et offert 24 heures sur 24 pour les femmes en situation de handicap vivant de la violence. Le numéro de téléphone apparaît à l'écran. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la grève des postes. Oui, à plus tard, Claude. Selon le site de projection électorale Québec 125, le Parti québécois est présentement en avance dans l'ensemble des circonscriptions de la région des Laurentides en prévision des élections provinciales du 5 octobre 2026. En date du 15 novembre dernier, 45% des intentions de vote des résidents de Laurentides-Lanaudière se dirigeaient vers le PQ, alors que la coalition Avenir Québec pointait au second rang avec 26% des intentions de vote. La CAQ avait remporté l'ensemble des circonscriptions de la région lors des élections provinciales du 3 octobre 2022. Le Centre de services scolaires d'Émile-Île annonce le renouvellement de son partenariat avec le club de hockey junior l'Armada de Blainville-Boisbriand. Dès 2025, des initiatives seront mises de l'avant afin de permettre aux joueurs de l'Armada de participer à des conférences et des activités dans les écoles du CSSMI. Ce partenariat témoigne du désir des deux parties de soutenir le développement des jeunes, tant sur le plan académique que sportif, tout en renforçant les liens avec la communauté. Lancée le 25 novembre dernier, la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes se poursuit jusqu'au 6 décembre. Le thème de cette année, « Refusons toutes les formes de violence ». J'en discute avec Isabelle Thibault, coordonnatrice générale du Réseau des femmes des Laurentides. Madame Thibault, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette campagne-là, c'est un effort de sensibilisation, en même temps qu'une invitation à réfléchir à des pistes de solutions. Alors, on en est toujours là. On a l'impression que, loin de se régler, le problème de la violence faite aux femmes a tendance à s'amplifier, se complexifier. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez raison. En fait, nous, au Québec, on est une société quand même assez égalitaire. L'égalité n'est pas atteinte, là, mais on est assez égalitaire, mais il faut toujours rester vigilante et vigilant. On a juste à penser au discours haineux qui est décomplexé maintenant. Ouais. Fait que il y a la violence, les féminicides, on entend beaucoup parler. On est rendu à plus de 35. Fait que cette année. Alors, c'est ça, c'est préoccupant, puis c'est toujours d'actualité, en fait, là, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Oui. Ce qu'on apprend surtout depuis plusieurs années, c'est que la violence a plusieurs visages. Hein. D'ailleurs, c'est le thème de la campagne cette année. Plus on la décortique, plus on arrive à identifier des types de violences qui sont plus insidieuses, pernicieuses. J'aimerais ça que vous me donniez des exemples de violences méconnues et sournoises aussi. Oui, bien, en fait, il y a la violence financière qu'on entend de plus en plus parler, où l'homme dans le couple, en fait, habituellement, c'est, de façon générale, c'est la personne qui est masculine qui a l'autorité encore financière. Oui. Et ce qui fait que la personne ne peut pas quitter ou semble pas avoir les moyens de quitter si elle n'a pas tous les choix, en fait, pas la liberté de choix. Donc, ça, c'est une des violences dont on parle de plus en plus. La violence ordinaire aussi, le harcèlement de rue. Hein, ça aussi, les femmes qui se font, où on n'est pas libre, en fait, de marcher dans la rue parce qu'on est sensible. En fait, on est susceptible de vivre du harcèlement de rue. Il y en a plein d'autres, là. Oui, malheureusement, on peut... La violence obstétricale, moi, j'avais jamais vu ça. Oui, les violences obstétricales, effectivement, ça, c'est enlever le choix aux femmes aussi, hein, de faire les choix, de faire des actions médicales sans demander le consentement de la personne. Donc, oui, effectivement. Madame Thibault, la pauvreté la précarité économique, c'est un terreau qui est fertile pour la violence faite aux femmes, ça? Malheureusement, oui, aussi ça, effectivement, parce que, on peut penser à l'hébergement. Hein, les femmes victimes de violences qui vont en hébergement après, ce qu'on constate, nos membres nous disent que les séjours se prolongent parce qu'il n'y a pas de logement et non seulement il n'y a pas de logement, mais elles n'ont pas les moyens non plus. Donc, souvent, malheureusement, les personnes retournent dans le milieu familial qui était violent. Aussi, la pauvreté, effectivement, c'est ça. Il y a des choix qui font que la personne n'est pas libre de ses actions, étant donné ses conditions économiques. Depuis quelque temps, il y a cette mouvance masculiniste. Là, il y a un discours carrément misogyne qui réapparaît, qu'on croyait révolu. Est-ce que vous percevez de la violence dans ce discours-là? Effectivement, oui, c'est préoccupant. La montée des influenceurs qui
en fait, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est non seulement ce discours violent-là, mais à qui ça s'adresse, à nos jeunes. Donc, l'éducation est hyper importante. Faut intervenir pour défaire ces mythes-là, puis cet apparat de succès et de contrôle. En fait, oui, effectivement, ça nous préoccupe. Et aussi, maintenant, le discours haineux est comme devenu plus ordinaire. On s'en préoccupe moins. Et c'est là que je dis qu'il faut être vigilante et vigilant parce que ça devient... On a vu aux dernières élections américaines là, comment on peut insulter à l'heure de grande écoute et il n'y a pas de réaction. Donc, quand ça entre dans la sphère sociale, c'est pas très long que ça entre dans la sphère privée aussi. Voilà. Et là, on devient un peu insensible et c'est là où c'est dangereux pour qu'il y ait des abus. Écoutez, on aurait pu parler de plein d'autres choses. En terminant, j'invite les gens à noter le numéro de téléphone de SOS Violence Conjugale qui apparaît là en bas de l'écran, à visiter votre site web aussi et à faire un don pour vous aider pour le travail que vous faites. Isabelle Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec joie, merci. La Tablée des chefs, la manufacture et la MRC des Laurentides annoncent le déploiement à grande échelle des soupes solidaires dans les Laurentides. Créé par la Tablée des chefs, ce programme vise à réduire l'insécurité alimentaire chez les jeunes en distribuant gratuitement des soupes cuisinées à partir d'aliments invendus dans les écoles primaires du Québec qui possèdent l'indice de défavorisation le plus élevé. Un projet pilote sera lancé dans 4 écoles défavorisées de la MRC des Laurentides. Puis, le programme sera déployé à plus grande échelle pour desservir des écoles primaires ciblées de la région. Après 9 jours de grève de la faim et une journée sans boire, Michel Marceau, vétéran et ex-caporal-chef au sein des Forces armées canadiennes, a pris la décision de suspendre temporairement son action le 29 novembre dernier, alors que le ministère des Anciens combattants s'est engagé à répondre à certaines de ses demandes. M. Marceau a obtenu la garantie que des démarches seraient faites pour l'aider à trouver un médecin de famille, que le ministère contactera le Bureau du stress opérationnel pour lui permettre d'être pris en charge par un psychiatre et qu'il recevra des contacts d'organismes afin de le soutenir dans ses demandes de réparation financière et de lui indiquer la marche à suivre pour obtenir 20 sessions de soutien psychologique. On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir Éric. Bonsoir. On va parler aujourd'hui d'un type de fraude qui fait des ravages actuellement, la fraude du faux représentant. Exactement. On est très inquiet de ce phénomène-là. On veut sensibiliser notamment les personnes aînées. Si vous êtes membre d'une famille, prenez le temps de parler avec vos aînés, les gens de votre famille pour assurer une certaine sécurité. Dans le fond, là, actuellement, il y a des fraudeurs qui vont utiliser le téléphone et l'afficheur. Je vais vous donner un exemple. Un aîné vivant seul pourrait recevoir un appel. Sur son afficheur, on va voir apparaître Desjardins. On va voir apparaître Equifax et la personne de l'autre côté va avoir un langage de type professionnel qui va ressembler à un appel à notre institution financière et va demander de mettre la main sur les cartes bancaires prétendant que les cartes ont été fraudées, il faut les récupérer, il faut bloquer ça. Et il y a de nombreux aînés qui se font prendre dans la région. Puis on est très préoccupé par ça parce que il y a des cas à toutes les semaines. Donc c'est une inquiétude. Puis ça peut même aller jusqu'à avoir une visite à votre résidence de quelqu'un qui porterait un uniforme d'une compagnie en qui vous avez confiance. Donc là, il faut réfléchir à ça. C'est un phénomène qui est important, parlez-en. C'est pour ça qu'on est ici. Oui, on dit que souvent, la tactique, c'est que le fraudeur nous met dans une situation où on sent que c'est urgent d'agir. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir. Exactement. On fait appel à votre volet émotionnel beaucoup plus que rationnel. Puis, tu sais, c'est ça, il faut rappeler aux gens la base, là. Ne donnez jamais aucune information bancaire. Il n'y a aucune institution qui vous demanderait ça de toute façon. On va respecter ça. Soyez plus vigilants, prenez votre temps, réfléchissez-y. Puis si vous avez des membres de la famille, vous pensez plus vulnérables, prenez le temps d'en discuter. Il y en va là, d'une différence importante. Là, on parle des fraudes qui vont dans plusieurs dizaines de milliers de dollars. On voit des histoires passer dans les médias toutes les semaines. Ça peut être n'importe qui est touché par ça. Là. Donc ça, c'est des façons de se protéger, de prévenir ce type de fraude-là. Mais bon, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, il arrive qu'on se fasse prendre. Alors, si on sent qu'on vient de se faire avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est pas compliqué, là. Vous devez automatiquement contacter votre institution financière puis vous préparer à ça. Imaginons, là, souvent les gens, là, ma conjointe, je l'ai fait rire cette semaine parce que j'ai voulu appeler notre institution financière puis j'ai regardé sur ma carte pour trouver le numéro de téléphone. Mais elle me dit, si tu perds ta carte,
puis tu as peur de te faire frauder, comment tu vas avoir le numéro de téléphone? Prenez le temps d'avoir tous les numéros nécessaires pour vous prévenir de ça sous la main, ailleurs à la maison. Plusieurs aînés n'ont pas Internet, d'aller récupérer un numéro de téléphone et d'informer le service de police le plus rapidement possible. Puis, c'est pas compliqué. S'il vous plaît, munissez-vous d'un système de code entre vous. Vous avez un petit-fils, vous avez quelqu'un qui appelle, vous avez votre institution financière, mettez un code en place. Vous savez, toi, c'est drôle, mais je me souviendrai tout le temps, là, quand j'avais quelqu'un de ma famille qui me disait « je suis allé voir une liseuse de Bonaventure, je suis allé voir quelqu'un qui dit qu'il y a un don », là, bien, souvent, on va dire « elle m'a dit une information que personne d'autre savait ». Bien, essayez d'utiliser le même principe avec quelqu'un qui pourrait vous appeler, à la limite raccrocher, rappeler au numéro le numéro en qui vous avez confiance, mais prenez le temps. Moi, j'ai un code avec ma grand-mère, tout ça, mais faites cette démarche-là, essayez de mettre ça en place. Et si vous nous contactez pour apporter une fraude, bien, le plus rapidement possible, on peut opérer, on peut intercepter des gens et on peut limiter l'utilisation de vos cartes, de vos pièces pour une dépense inutile parce que les institutions financières ne remboursent pas toujours. Il faut pas oublier que les fraudeurs sont extrêmement rusés et que c'est pas juste par naïveté qu'on se laisse avoir. Il y a des gens qui sont très au fait des questions financières qui se font avoir aussi. Totalement. On a eu des cas récemment que c'est des gens, je vous le racontais hors caméra, des gens qui ont travaillé dans des banques longtemps, des gens qui ont cette expérience-là, même eux se font prendre parce que oui, on fait appel au volet émotionnel, mais en même temps, on a une crédibilité. C'est Equifax qui vous appelle, c'est votre institution financière. La personne est calme au bout du fil, elle est inquiète pour vous. Fait que, la prévention de la fraude, c'est un cas de vigilance, mais surtout d'échange d'informations, de connaître les stratégies des fraudeurs. Puis on vous demande de partager ces informations-là avec vos membres de votre famille. Ma grand-mère me disait toujours « mieux vaut prévenir que guérir ». On en est là, c'est le conseil. Le mot-clé, vigilance, prévention. Éric Huard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reprendre le contrôle du transport en commun sur le territoire, telle est la volonté exprimée par la table des préfets et élus de la Couronne-Nord qui estiment que les instances locales sont les mieux placées pour évaluer les besoins de la population et y répondre. J'en discute avec Denis Martin, président de la table et maire de Deux-Montagnes. Monsieur Martin, bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ça, reprendre le contrôle du transport? C'est qu'on l'avait et on l'a perdu? On l'a perdu en quelque sorte. Je veux dire, depuis quelque temps, on essaie de ramener un petit peu la gouvernance locale, à savoir mieux connaître notre territoire. Fait que nous, les maires, on est proche des citoyens, on est responsable de l'aménagement du territoire. Lorsqu'on veut faire changer des circuits d'autobus, etc., bien, c'est long et fastidieux. Oui, c'est ça. Et parce que vous en avez assez d'attendre après le gouvernement, vous avez produit ce que vous appelez l'agenda Mobilité Couronne-Nord. C'est un document de 8 pages qui indique la marche à suivre pour développer chez nous une offre de transport adéquate. Ça vient répondre à quelle sorte d'enjeux, ça? Je vous dirais que la population de la Couronne-Nord a beaucoup augmenté depuis 2005. Là, on était 500 000, maintenant 700 000. La congestion, c'est infernal. Et maintenant, l'ensemble du réseau est fait en sorte qu'on s'en va vers Montréal. Mais ça a beaucoup changé maintenant, il y a beaucoup de transports intercouronnes. Donc, on veut faire des changements au niveau de l'aménagement du territoire pour s'assurer qu'on a notre mot à dire dans cette gouvernance-là. Cet agenda-là identifie 3 grandes priorités, 3 chantiers. Quels sont-ils, ces chantiers-là? Bien, premièrement, justement, c'est de reconnaître nos compétences en aménagement de territoire puis ramener, si on veut, cette façon de faire là, pour s'assurer que le transport en commun répond aux besoins de nos citoyens. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la gouvernance locale, bien, on veut avoir notre mot à dire. Donc, les maires, on avait ça auparavant. Maintenant, les structures qui ont été créées en 2017-2018 par l'ARTM et EXO nous ont éloignés un peu du centre décisionnel. Donc, ça, c'est quand même important pour nous d'être là. Puis si on veut faire un changement de trajet d'autobus, ben on a notre mot à dire, puis ça se fait rapidement. Donc, de ce temps-ci, ça peut être très long. Ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 ans pour faire juste un petit changement de trajet d'autobus. Et notre clientèle étudiante, on le voit ici avec le cégep, ben, on veut adapter tout ça là, pour justement s'assurer là, que ça répond bien à la clientèle. Vous soumettez que les résidents de la Couronne-Nord restent dépendants à l'automobile parce que l'offre de transport ne répond pas à la demande. Qu'est-ce qui vous fait penser que le simple fait d'augmenter l'offre aurait cet effet positif que vous souhaitez là, sur l'utilisation des transports collectifs? C'est beaucoup on voit, c'est beaucoup le feedback qu'on reçoit de nos citoyens. Ouais. Je vous dirais que maintenant, il y a beaucoup
on le voit, là, il y a de plus en plus de nouveaux tours à bureau, pas à bureau, mais à résidence, là, ce qui se construisent. Puis les gens nous disent, avez-vous pensé à la congestion? Donc, on voit qu'ils veulent avoir du transport en commun est-ouest. Et aussi, mais la contribution de nos citoyens est importante sur la Couronne Nord. On avait 50 millions de budget en 2020. Ça monte à 80 l'année prochaine, sa contribution de nos citoyens, puis ça va monter à 100 millions en 2026. Donc, cet argent-là, on aimerait que ça revienne sur la Couronne Nord pour justement faire du Est-Ouest puis développer le local. L'instance locale là, dont vous parlez, que vous souhaitez voir apparaître, elle cohabiterait comment avec EXO? On veut pas une nouvelle structure. On veut être à l'intérieur d'EXO, si on veut, là, puis s'occuper du transport local. Il y a deux sortes de transports. Il y a le structurant, qui est le REM, le métro, les trains de banlieue, puis il y a le local, qui est le réseau d'autobus. Le local est souvent géré par des instances à distance, si on veut. Donc, le réseau local, ça peut se faire à l'intérieur d'EXO, en rapatriant nos revenus. Là, présentement, on n'a pas de contrôle sur les revenus ou sur les contributions de nos citoyens. Donc, on veut avoir ce contrôle-là, puis à ce moment-là, on va pouvoir justement mieux répartir les sommes là, pour le local. Il a été démontré que le coût associé à une offre inadéquate est de 6 milliards de dollars par année. Ça, c'est pour la grande région de Montréal, pas seulement ici. Mais comment on en arrive à ce montant-là? Bon, on voit toutes les pertes de temps dans la congestion. Par exemple, si ça vous prend 1h30 le matin, 1h30 le soir, mais c'est de perte de productivité, des pertes en transport aussi de marchandises dans l'ensemble. Donc, le réseau, une fois que le réseau est bien bâti, à ce moment-là, il s'enlève une pression sur le réseau routier. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à ces chiffres-là. En terminant, là, dans la mécanique des choses, à quoi on doit s'attendre pour la suite? Qui va décider de ce que vous proposez, c'est la chose à faire? Bon, on voit hier, il y avait une lettre de la ministre Guilbeault à l'ARTM là, exigeant justement des comptes rendus assez réguliers. Donc, on va avoir un plan de développement de transport en commun là, qui va être déposé sous peu par l'ARTM. Nous, on a des rencontres avec EXO pour justement mieux structurer cette gouvernance locale-là d'ici quelques jours. Et on rentre ensuite, dès janvier, dans une nouvelle politique de financement de transport en commun dans l'ensemble de la communauté, dans la CMN. Donc, ça l'avance. Dossier à suivre, donc. Denis Martin, président de la table des préfets élus de la Couronne-Nord et maire de Deux-Montagnes. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Bonne journée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Depuis déjà 2 semaines, les employés de Poste Canada font la grève. Vous vous êtes rendu sur une ligne de piquetage dans la région pour voir comment ça se passait. Oui, Claude, je vous rappelle donc que ce sont 55 000 employés partout au Canada qui sont en grève. Le conflit de travail est basé sur des visions trop éloignées entre les syndicats et l'employeur sur des questions salariales et de conditions de travail. La médiation entre les deux parties a été suspendue la semaine dernière parce que les négociations n'avançaient pas. Jeudi dernier, je me suis rendue à Saint-Eustache pour discuter avec des employés de Poste Canada en grève. Je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. Présentement, on est en grève. C'est la grève de Poste Canada. Donc, on fait du piquetage sur nos lignes pour empêcher que quoi que ce soit se passe, que quelques camions entrent ou sortent. À date, ça se passe bien. Les gens, les troupes ont le moral. Tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'on est derrière nos négociateurs. On veut vraiment que notre convention se signe de façon négociée avec Poste Canada et qu'on s'entende. Là-dessus, on préférait ne pas avoir de loi spéciale, comme c'est à chaque fois qu'on est en grève, malheureusement. Mais les vrais gros points litigieux, c'est majoritairement ce qui touche travail-famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, comme majoritairement les facteurs, ce qui nous touche beaucoup de nous, qui ont choisi des jobs de jours, de semaines, en fonction de leur famille, qui là vont peut-être être forcés à faire des fins de semaine, à travailler avec des façons de travailler qui sont nouvelles, qui n'ont pas vraiment été vérifiées tant que ça de façon ergonomique. Alors, c'est vraiment des gros changements que Poste Canada veut apporter. On comprend que la compagnie a certains besoins, mais en même temps, c'est de dire que si tous les gros changements arrivent en même temps, il n'y a pas beaucoup d'employés qui vont vraiment aimer l'idée puis qui vont vouloir passer à ça. Poste Canada voudrait qu'on commence plus tard et qu'on finisse plus tard par le même fait, un peu comme les autres compagnies postales, les autres compagnies de livraison de colis majoritairement, là, qui finissent un peu plus tard pour pouvoir livrer quand les gens sont à la maison. Mais malheureusement, avec la livraison du courrier, on est habitué de livrer très tôt parce que le courrier est supposé être tôt à la maison. Fait que le fait qu'on ait mélangé comme 2 travails fait que ça devient un peu conflictuel sur les horaires. Puis les gens, évidemment, on s'entend que la plupart des gens ici ont des enfants, ont des garderies, des horaires de garderie et d'école à respecter. Fait qu'on
peux pas être ici nécessairement jusqu'à 6 heures le soir. On essaie de voir avec Poste Canada s'il y a moyen qu'on réussisse à couper la poire en deux. On a beaucoup de litiges aussi sur le fait que tous les nouveaux employés, ils veulent changer leur façon d'être. Ils veulent plus leur donner le même régime de pension que nous. Les assurances, ils voudraient leur changer leurs assurances. Les salaires sont plus bas. Ils trouvent ça un petit peu difficile pour nos nouveaux employés, pas très encourageant. D'ailleurs, la majorité des facteurs qui rentrent sur 10, il y en a au moins 9 qui repartent en disant que c'est pas pour eux autres finalement. Et c'est un travail qui est très difficile. Nous, personnellement, on est à pied tout le temps. Là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de je peux prendre mon auto puis aller à la salle de bain. Non, ça n'existe pas, ça. Il faut que tu appelles ton taxi, t'attendes ton taxi. Puis c'est du temps que tu rajoutes dans ta journée, t'es pas supposé. Fait que ça fait partie des choses qui sont quand même difficiles. Habituellement, les gens klaxonnent énormément quand ils passent en avant. Les gens sont bien contents, ils vont baisser leur fenêtre pour nous dire qu'ils sont d'accord avec nous, que de ne pas lâcher, que c'est une bonne chose. Je pense que les gens comprennent quand même pas si mal les enjeux. Les petites affaires que certaines personnes qui sont contre ne comprennent pas, c'est de dire, souvent ils nous disent « Ah, mais nos taxes payent vos salaires ». Il n'y a aucun argent des taxes qui va dans nos salaires. Là. Poste Canada est une société qui est autosuffisante, c'est-à-dire qu'avec les times qu'on vend, le prix des colis, le transport, tout ce qu'on vend à Poste Canada paie les salaires et tous les avantages. Tout ce qu'il y a à payer à Poste Canada est payé par ça. C'est jamais la population qui paie, même que c'est le contraire. Si on fait des profits dans l'année, c'est donné au gouvernement en redevance. Donc, à quelque part, c'est nous qui payons les taxes des gens. Les gens ont hâte que ça recommence. T'sais, on entend souvent parler, ils comprennent, mais en même temps, ils ont hâte que ça reprenne. On est habitué à ce rythme de vie-là, donc c'est difficile d'arrêter. C'est un peu le même principe que quand on manque d'électricité, de dire c'est comme moi, OK, je comprends, mais en même temps, on a hâte d'arriver à quelque chose qui va être plus fluide. Puis nous autres aussi, on va vous dire la vérité, d'être assis sur le bord de la rue, c'est pas ma job. Ma job, c'est de livrer des colis, c'est de livrer du courrier, c'est d'aller marcher. Fait que c'est ça qu'on a hâte de faire aussi, là. Voilà, Claude, selon Poste Canada, 8 millions de colis de moins que l'an passé ont été traités depuis le début de la grève. Et vers la fin de la semaine dernière, des employés de la Poste ont accusé leur employeur de pratiques déloyales suite à des licenciements temporaires ayant été effectués depuis le début de la grève. Certains services essentiels sont maintenus durant cette période. La livraison des lettres au Père Noël est toujours en fonction dans certaines succursales, notamment à celle de Saint-Eustache, où les enfants peuvent venir déposer leur missive à la ligne de piquetage. Ben, ça, c'est formidable. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Montre-moi tes Laurentides suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.